Je voudrais d'abord donner quelques repères pragmatiques sur ce que nous appelons ici numérique et administration électronique. Le premier point, c'est que le numérique, de manière avérée depuis l'invention du web, c'est-à-dire une vingtaine d'années, est un objet médiatique. Illustration, les blogs, les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Donc, l'administration électronique est médiatique. L'administration électronique, ce n'est pas un règlement, une base légale, une procédure, une organisation fonctionnelle, plus du numérique. La communication n'est pas supplémentaire. Règles, organisation et communication dans les deux sens forment l'exercice d'administration électronique. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de questions et beaucoup de difficultés déjà et à venir pour les médiateurs. Problèmes entre les élèves, problèmes entre les élèves et les enseignants, problèmes entre les enseignants et l'administration centrale. Et puis maintenant, de plus en plus, à ma consternation, pas au ministère de l'Éducation nationale, mais dans d'autres ministères, problèmes au sein des administrations centrales, où on voit des communications concurrentes fleurir sur les réseaux sociaux. Alors après ces dimensions médiatiques, on a au cœur de l'administration électronique ce qu'on appelle l'application, c'est-à-dire l'informatique. Le plus souvent, l'application, pour nous, c'est une application de gestion des populations. Ça, il faut bien être conscient de ce point. L'essentiel de l'informatique que j'ai pu faire, je l'ai fait à la culture. À la culture, l'informatique, ce sont des applications qui concernent des choses. Ça concerne des livres, ça concerne des objets d'art. À l'éducation, ça concerne des personnes et ça concerne des populations et des mouvements de population. Ça, c'est le point qui est le point clé. On le voit avec APB, Parcoursup, AFELNET, le CIAL et le SIAM. C'est notre cœur de sujet, mais il faut d'abord préciser que, contrairement à ce que peut penser ce terme d'application, le ministère n'est pas dans cette situation qui consisterait à choisir un moyen technique, une application informatique, en fonction d'une finalité qu'il aurait l'attitude de définir. Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que l'ordinateur, le web, ne sont des outils qu'en apparence. Ils engagent a priori un certain type de relations humaines, et en particulier maintenant, un certain type de relations socio-économiques avec ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc on n'est pas purement et simplement dans un problème de moyens qu'on voudrait mettre en œuvre. Dernier point, on entend parler, vous y faisiez référence, d'administration algorithmique, de gouvernement algorithmique. Bon, en réalité, tous les programmes sont des algorithmes. Une recette de cuisine, c'est un algorithme. Mais quand on utilise cette formule d'administration algorithmique et de gouvernement algorithmique, on fait référence à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Bon, c'est une métaphore, les réseaux de neurones. On fait comme si cette architecture informatique correspondait au cerveau, à ce qu'on pense savoir du cerveau sur ce point-là, le machine learning, le deep learning, etc. À la médiation, nous ne sommes pas encore concernés directement par la chose, mais nous sommes déjà concernés par le bazar que produit la chose, c'est-à-dire par le discours autour de la chose, la confusion autour de la chose, qui était à son apogée avec ce qui s'est passé au moment d'APB. Une formule résume bien ce type d'application. Je l'ai recopiée pour ne pas me tromper, c'est celle des deux ingénieurs des mines qui avaient fait leur rapport en 2015, je crois. On utilise les réseaux de neurones quand il est plus important d'obtenir un résultat dans une situation complexe que de comprendre comment celui-ci a été obtenu. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui montent la montagne Sainte-Geneviève votent à droite, les gens qui descendent votent à gauche. Pourquoi, je ne sais pas. Mais si vous avez à toucher des gens qui votent à droite ou des gens qui votent à gauche, vous vous mettrez plutôt sur tel trottoir ou plutôt en bas ou plutôt en haut. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Donc on est dans une situation où il y aurait donc, nous y allons, des informations, des suggestions, des décisions qui seraient produites sans base rationnelle explicite, ce qui est évidemment une question majeure à venir pour les médiateurs. Alors j'ai essayé de fixer les objets, j'essaye maintenant d'examiner quelles pourraient être les références pour le travail des médiateurs par rapport à ces questions. Et je propose la transparence, la responsabilité, l'équité, le sens critique et la dignité. La transparence, c'est en quelque sorte l'exigence d'entrée dont tout le reste dépend. Sur le fond,
c'est quelque chose qui est banal pour nous en tant que fonctionnaires. Il n'y a rien d'autre que le rappel de l'exigence de motivation, la différence entre la règle de droit et l'interprétation, mais ici combiné avec une série de décisions techniques. Décisions au niveau de l'architecture technique, décisions au niveau fonctionnel, de l'analyse, décisions au niveau des interfaces. Avec les algorithmes d'intelligence artificielle auxquels je faisais référence, on entre dans une nouvelle génération d'opacité qui réclame des plateformes très sophistiquées d'ingénierie, de la transparence des applications. Alors, comment feront les médiateurs par rapport à cela? Bon, pour le moment, ils demandent que les algorithmes soient transparents. Demain, ils auront à demander un accès à ces plateformes de mise en transparence de ces algorithmes d'intelligence artificielle. Concrètement, la médiation suppose que les applications numériques soient transparentes pour les médiateurs. Bon, je ne sais pas si vous avez une revendication, mais si vous ne l'avez pas, je vous la suggère, et si vous l'avez, je vous soutiens. La responsabilité est dans la droite ligne de la règle de droit. Les applications peuvent expliciter ou au contraire dissimuler les différents niveaux de responsabilité. On avait vu par exemple, lorsque j'étais à la médiation nationale, que dans APB, il y avait des niveaux de rédaction qui avaient été sous-traités à des établissements, ce qui n'était pas clair du tout, qui ne nous avait pas été dit. Bon. Et parfois, ces rédactions étaient contraires avec les dispositions de la couche, disons, nationale commune. Mais surtout, elles supposent une nouvelle catégorie, à vrai dire, une constellation de responsabilités qui sont les responsabilités techniques. On a pu entendre récemment, dans un cas qui concernait le ministère, que telle règle malencontreuse, apparemment, avait été décidée par la maîtrise d'œuvre. Une telle formule devrait être interdite. On ne devrait même pas oser dire quelque chose comme ça. Les rôles sont multiples. Le responsable politico-administratif, la personne responsable des marchés, j'aime bien cette notion, je cite toujours la personne responsable du marché, ce que les Anglais appellent le propriétaire, le propriétaire du système, la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les différentes sociétés qui travaillent pour la maîtrise d'œuvre, le service gestionnaire, le public cible. Le problème, c'est que si notre administration est formée à la responsabilité juridique et même économique, elle ne l'est pas à la responsabilité technique ou technologique. Le rôle de maîtrise d'ouvrage, par exemple, est central et presque toujours mal préparé. Le maître d'ouvrage a une fonction de maïeutique à l'égard des responsables politiques et administratifs, et il a une fonction de traduction avec la maîtrise d'œuvre, aidé ou pas aidé par un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Dans le rapport 2016 auquel Daniel Rabatet faisait référence, j'avais cité donc les critères de responsabilité retenus par deux auteurs américains. Outre la responsabilité organique que je viens d'évoquer, il y a encore l'explicabilité, bon, c'est un anglicisme, ça veut dire l'exigence de motivation de la décision technique. On se comprend bien, hein, l'exigence de la motivation de la décision dans son niveau technique, dans son interface, etc. Et l'exactitude, c'est-à-dire le principe de reconnaissance du risque d'erreur, le refus du principe d'autorité, l'impossibilité de dire c'est l'ordinateur, il ne peut pas se tromper. Hein, c'est quelque chose qui doit exister dans le processus. Et ces deux, je dirais que responsabilité organique et ces deux autres responsabilités, c'est valable pour tous les systèmes numériques. L'équité. Alors l'équité, j'ai plutôt travaillé dans ce domaine, puisque j'étais président de la mission interministérielle pour l'accès public à l'Internet, qui était la première mission chargée de travailler contre le fossé numérique. Et je connais mieux ces questions-là que les questions d'administration du ministère. Donc je dirais rondement qu'il y a trois idées fausses sur l'équité et que je ne suis pas sûr qu'on ait déjà tranché. Je participais au colloque que vous évoquiez à Nantes, là, animé par le secrétaire d'État numérique. Et je vois qu'il y a trois choses que je voudrais un petit peu critiquer. La première, c'est le marché en s'étendant va progressivement supprimer toute difficulté d'accès au numérique. Bon. Ça a pu être la ligne, ça, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ça n'est plus la politique en France, ça n'est plus la politique aux États-Unis, c'est plus la politique en général. Dans un colloque où j'étais, j'ai entendu un intervenant dire que la ligne d'horizon de la fracture numérique ne cessait de reculer. Bon,
pour autant qu'une fracture puisse avoir une ligne d'horizon, je pense que ce qu'il voulait dire était tout à fait parlant. C'est-à-dire que chaque génération amène un déplacement de cette question du fossé numérique. Deuxième idée fausse, la politique, on dit de e-inclusion dans ce type de colloque, hein, d'inclusion numérique, disons, s'adresse au public défavorisé. Alors ça, c'est un peu faux par tous les bouts. C'est faux parce qu'on pourrait penser que les publics défavorisés ne s'approprient pas le numérique, et c'est faux. Beaucoup de travaux, il y a un très beau livre qui vient de sortir qui s'appelle « L'Internet du pauvre », qui montre qu'il y a un usage du numérique par les sans domicile fixe, par les personnes qui sont le plus en difficulté, qu'ils savent s'approprier les techniques. D'où la nécessité de ne pas faire de confusion entre s'approprier les techniques et avoir le niveau de culture numérique nécessaire pour être dans une situation d'égalité et d'équité. C'est faux aussi parce que ce ne sont pas ces publics éloignés qui sont caractérisés par le dit fossé numérique ou la dite fracture numérique. Ce sont maintenant régulièrement de nouveaux publics jusqu'à, c'est la troisième idée fausse, jusqu'au public des jeunes, ce qui nous concerne. On a souvent défendu cette idée que les jeunes étaient un public naturellement inclus, natif du numérique, naturellement inclus dans la société de l'information. Beaucoup de travaux démontrent qu'il y a de grosses difficultés de ce point de vue-là. Et par exemple, les travaux tout à fait démonstratifs d'Esther Argitaï sur l'incompréhension dans laquelle sont beaucoup de jeunes Américains quant à l'usage du courrier électronique. Alors, il y a un plancher pour l'équité, hein. Il y a un plancher pour l'équité, pour les médiateurs. C'est quelque chose qu'on devrait réclamer. C'est pas d'application numérique sans formation systématique du public visé à l'usage de cette application. L'État devrait s'imposer cette formule-là, c'est-à-dire si je lance une application, le public concerné sera formé à l'utilisation de cette application. Alors au-delà, il y a la grande question de la culture numérique, mais qui est un peu différente. Alors, autre repère, le sens critique. On peut dire synthétiquement que pour le numérique, le passage du XXe au XXIe siècle a été celui du consensus. La fête de l'Internet, j'étais un des promoteurs de la fête de l'Internet. On faisait la fête du numérique à ce moment-là. On est passé XXe siècle, XXIe siècle, consensus, dissensus. Maintenant, le numérique, c'est le règne du dissensus. Aujourd'hui, les seules exigences d'efficacité et de modernité ne peuvent suffire à justifier les dispositifs techniques. Le dissensus a pris un tournant spectaculaire avec le débat sur est-ce que Google rend idiot ? Et il s'exprime aujourd'hui à travers les projets de crédit social en Chine. Quand j'ai fait cette contribution, Claude Bisson-Vèvre m'avait sucré la fin, qui était une dizaine de lignes où je décrivais cet enfer qu'était le système du crédit social en Chine. Il devait avoir peur que la Chine nous déclare la guerre à cause d'une prise de position imprudente du médiateur. Mais il avait raison, c'était un petit peu hors sujet. Mais on a vu ça, et puis on a vu l'année dernière, à l'occasion des élections, hein, il y a un très bon film qui passe ce soir sur Arte, on a vu le rôle de ces nouvelles techniques d'ingénierie en plein milieu des élections américaines, dans les processus électoraux. Alors il faut mettre les systèmes techniques sur la table de l'esprit critique, que ce soit celui de l'administration, que ce soit celui des enseignants, des publics, de la communauté nationale. Dernier point, je finirai avec ça. Je voulais quelque chose d'un peu synthétique pour dire autre chose que ce que je viens de dire sur la transparence, la responsabilité, l'équité et le sens critique. Et j'ai trouvé la dignité. Mais je crois qu'il y a une préoccupation de ce type-là. Il y a des choses qui ne se font pas. On ne spécule pas sur l'anonymat de l'administration électronique pour prendre des décisions difficiles. À un moment, il peut être nécessaire de revenir à ce qu'on appelle en informatique la justiciabilité, c'est aussi un anglicisme, c'est-à-dire l'évaluation humaine des processus automatiques. Il y a un moment donné où il faut que, dans le circuit, on fasse revenir de l'homme pour qu'il regarde les processus automatiques et donc de rétablir, c'est d'ailleurs ce que vous disiez, vous avez fait allusion au fait de rétablir à un moment donné une relation personnalisée. On n'ignore pas les difficultés réelles du public et on n'en profite pas. Ne pas ignorer les difficultés réelles du public, ça veut dire qu'on les connaît. Parce que souvent les gens ne sont pas méchants.
hein. Ils mettent en place des choses, ils ne savent pas comment ça se passe. Ils ne connaissent pas les usages. Et par exemple, lorsque j'entends qu'on a prévu une procédure de repli si les gens sont perdus avec le formulaire, ils pourront nous envoyer un mail, je dis oui, mais les publics en difficulté, ils sont moins à l'aise avec les mails qu'avec les formulaires. Donc votre procédure de repli, ce n'est pas du tout une protection pour eux. Donc il faut connaître ce genre de choses. On ne cache pas les règles, et évidemment, comme vous le disiez, on n'échange pas les données personnelles avec les plateformes de l'économie de l'attention que sont les GAFA. C'est un peu du futurisme, mais en même temps, c'est tellement logique qu'il faut en parler. Ces plateformes, elles ont la technologie, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones. Elles n'ont pas les données. Enfin, au début, elles n'ont pas les données. Bon. Le ministère de l'Éducation nationale, lui, n'a pas les technologies, mais il a les données. Ces dispositifs reposent très souvent sur ce qu'on appelle le scoring, c'est-à-dire l'évaluation d'une personne. C'est typiquement le système de crédit social des Chinois. Le ministère est un spécialiste de la notation. La notation, c'est le scoring. C'est la même chose. Dans un tout autre domaine, c'est la même chose. On a là toutes les bases réunies d'un point de vue technologique, du point de vue du modèle socio-économique, pour des problèmes à venir. On a tout ce qu'il faut pour que des problèmes arrivent. Alors je ne crains pas personnellement que le ministère se livre à des horreurs. Ce n'est pas du tout ça ce que je crains. Ce que je crains, c'est qu'il ait des difficultés à se préserver par rapport à ces horreurs qui existent déjà. Il faut donc, et il faut dès maintenant, mettre au premier plan la dignité des élèves, des étudiants, des enseignants. Et en particulier, je finirai par cette ouverture, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il faut comprendre comment le numérique fait évoluer le statut juridique de l'élève, de cet élève mineur, et mineur, je dirais, pardonnez-moi la cuistrerie, dans le sens d'Emmanuel Kant, mineur qui n'est pas encore majeur, qui ne dispose pas encore totalement de sa raison au sens des Lumières, eh bien, par le numérique, il devient un sujet juridique différent et c'est une grosse préoccupation pour l'éducation nationale. Merci Alain. Est-ce que vous voulez réagir par rapport, pas tout de suite ou peut-être tout à l'heure, d'accord. Donc nous allons écouter le témoignage d'un étudiant en licence première année de droit à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui illustre les propos d'Alain Giffard, notamment concernant le rôle, le partage des rôles entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre dans une procédure de décision qui passe par une plateforme. Et donc, nous allons écouter le témoignage de monsieur Maxence Dupré. J'ai passé le bac S sciences de l'ingénieur donc à la session de juin 2018 et j'étais candidat à l'accès à l'enseignement supérieur sur Parcoursup. J'étais en fait éligible au dispositif meilleur bachelier, mais ça ne m'a pas aidé à avancer sur les listes d'attente. Donc du coup, j'ai saisi la médiation nationale pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça ne m'avait pas permis d'avoir mon vœu qui était toujours en attente. J'ai eu connaissance de la médiation nationale et de l'enseignement supérieur grâce à mon implication en tant qu'élève dans la lutte contre le harcèlement scolaire et en tant qu'ambassadeur lycéen. Quand on a un peu du mal à se repérer dans toutes les démarches, toutes les instances qui existent, etc., le fait de savoir que la médiation existe et qu'on peut s'y adresser et qu'ensuite elle nous aidera à trouver réponse à nos problèmes, ça fait partie d'un plus qui permet d'améliorer tout simplement l'administration. Il y a des standards et des plateformes d'appel qui sont très bien faites quand on a des cas généraux, mais tout de suite, quand il s'agit d'attaquer des questions qui sont plus complexes et plus personnelles, on se retrouve souvent à être un peu baladé entre plusieurs standards, plusieurs services. Lundi, ah bah non, c'est pas moi, il faut aller voir telle personne, il faut discuter avec telle personne. Et tout de suite, c'est un peu compliqué, c'est un peu à casse-tête. Et le fait de dialoguer et de travailler là-dessus avec la médiation, ça permet de savoir où on en est, avec qui il faut s'adresser directement. Et la médiation nationale est aussi de son côté intervenue auprès de la faculté, auprès de Parcoursup et des directions compétentes pour, en même temps que je me renseignais et essayer de trouver réponse à mes problèmes, pour faire un deuxième travail de fond qui m'a permis vraiment d'avoir réponse à toutes mes questions. Et donc oui, je suis extrêmement satisfait de l'intervention de la médiation, puisqu'en fait, in fine, on a réussi à trouver la solution à mon problème et j'étais admis dans la licence que je souhaitais.
Madame... On en a plein. Hein. Madame la rectrice, avant d'être rectrice de l'Académie de Lyon et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez été rectrice de l'Académie de Clermont-Ferrand. À ce titre, vous avez expérimenté la médiation préalable obligatoire, mais également la mise en place du référent unique usager. Et sur l'Académie de Lyon, vous expérimentez la GRH de proximité. Vous allez expérimenter la GRH de proximité à la rentrée. Et donc, je voulais savoir comment le pilotage de ces transformations numériques se fait au niveau d'une académie. Et pour vous, puisque vous avez soutenu beaucoup la médiation préalable obligatoire, quel est le rôle de la médiation dans la prise en compte de cette transformation numérique au plus près du terrain ?